Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Opération de retrait des enfants dans la rue. Le gouvernement enclenche la deuxième phase. Beaucoup de parents applaudissent mais déplorent les méthodes employées. Des pères de famille exhortent les parents à être plus vigilants. Le flux financier en provenance des ressortissants sénégalais estimé à plusieurs millions de dollars en 2017. Révélation du directeur de la planification des études économiques. Le Sénégal a validé sa politique nationale de migration. Grand oral du Premier ministre ce jeudi, l'opposition compte boycotter cet exercice. Déthié Fall de Rewmi trouve minime le temps qui leur est accordé. Selon lui, Mahammed Boun Abdallah Dionne ne fera qu'un show à l'Assemblée nationale. Sortie médiatique du leader de Rewmi, Idrissa Seck, séduit son public. Les analystes politiques Amadou Sarr et Abdoulaye Mbow avancent plusieurs arguments pour expliquer cette situation. Quelle doit être la réplique du côté de la mouvance présidentielle? Réponse dans ce journal. Le gouvernement ne veut plus voir d'enfants dans la rue. Le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance vient de lancer la deuxième phase de cette opération à Dakar. Une décision saluée par bon nombre de parents. Selon eux, elle vient à son heure. Toutefois, ils ne sont pas du même avis avec la police nationale sur l'usage de voitures banalisées. Pour la mise en œuvre de cette directive, des pères de famille appellent les parents à faire preuve de plus de vigilance. Un reportage de Mabadou Samb. La recrudescence du phénomène des enfants de la rue, une problématique qui persiste encore. Ainsi, la deuxième étape du retrait des mômes de la capitale sénégalaise est lancée. Ses parents s'en réjouissent. Je pense fermement que la police doit prendre toutes ses responsabilités pour éviter des cas d'infiltration. Cette seconde opération est surtout marquée par l'usage de voitures banalisées, un dispositif de la police nationale afin de mener à bien le travail. Ces citoyens évoquent des inquiétudes. Je ne suis pas d'accord avec l'usage des voitures banalisées. Il y a des gens mal intentionnés qui peuvent s'y impliquer. Malgré les efforts menés par l'État, il revient aux parents de prendre soin de leurs enfants. C'est aux parents de veiller sur leurs enfants. Ces derniers ont droit à une bonne éducation. Si les parents sont incapables de les prendre en charge, ils seront toujours dans la rue avec tout ce que cela comporte comme risque. Le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance, Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop, a annoncé la deuxième phase de retrait des enfants de la rue. Ils seront acheminés dans les centres d'accueil où ils seront pris en charge. Le Sénégal n'est pas membre du G5 Sahel, mais il est au centre des enjeux de la sous-région. Ces considérations mêlées aux mutations géopolitiques poussent des professeurs et de la société civile à réfléchir sur la religion. Le directeur de Timbuktu Institute confie que les États concernés doivent impérativement adapter leur système éducatif à leur réalité. La réponse au terrorisme est idéologique avant d'être militaire. Les éclairages de Mohamedou Diallo. Les enjeux sont énormes et divers. L'espace sahélien fait l'objet de convoitises. Pour ne pas subir les affres des mutations géopolitiques, une mise à niveau s'impose. Mais parce qu'aujourd'hui, la logique d'influence a supplanté la logique de puissance. De plus en plus, les modèles religieux que nous avions ici sont concurrencés, voire combattus par le biais d'autres idéologies venant d'autres pays qui participent à la déstructuration de nos sociétés, en plus des questions de sécurité que nous avons. Aujourd'hui, la menace terroriste plane sur tous les pays du monde avec des proportions différentes. Le Mali a été frappé de plein fouet par les violences aveugles liées au radicalisme. Dans le contexte malien, les leaders religieux ont du mal à s'accorder sur la nature des attentats ou à s'accorder sur les commentaires lorsque les actes terroristes sont perpétrés ça et là. Derrière le terrorisme se cache une guerre idéologique et parfois un soubassement religieux. Pour se prémunir, l'éducation est considérée comme un facteur clé.
Il appartient donc à nos États de prendre l'entière responsabilité d'anticiper sur ces questions-là, en repassant le système éducatif, en veillant à ce qu'on enseigne à nos enfants soit exactement ce que nous voulons enseigner à nos enfants, en dehors de toutes les influences venues d'ailleurs, avec des pays avec lesquels nous ne partageons pas les mêmes agendas. Le Mali et le Niger ont tous été représentés à cette rencontre organisée par la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec Timbuktu Institute. Même si le Sénégal n'est pas membre du G5 Sahel, la question terroriste le préoccupe jusqu'au plus haut niveau. Le Sénégal vient de valider sa politique nationale de migration lancée en 2015. Ce document répond aux exigences des questions migratoires et permettra d'harmoniser des interventions pour faciliter des migrations sûres et régulières. En 2017, le flux financier en provenance des ressortissants sénégalais est estimé à plusieurs millions de dollars. Situation qui montre que la migration, lorsqu'elle est régulée, est un facteur positif pour le développement économique d'un pays. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Les disparités entre les pays, la pauvreté et le manque d'emploi, entre autres, font que beaucoup de populations se déplacent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays. Pour accompagner ce processus, le Sénégal a élaboré il y a 3 ans un document qui englobe toutes les politiques de migration mises en place. Aujourd'hui, l'heure est à la validation. Le Sénégal n'avait pas un document de synthèse en fait, qui faisait la cohérence d'ensemble de tous ces dispositifs. Et c'est pourquoi donc depuis 2 ans, nous étions en train de travailler là-dessus pour avoir un document de référence sur les questions de migration. C'est un document très bien fouillé qui décrit 4 domaines autour de la migration. Donc la suite, c'est de voir comment intégrer ces questions transversales liées à la migration dans le document du plan Sénégal émergent. Ce document va permettre d'avoir une approche cohérente de la migration. Il va aussi mieux accompagner les migrants. Notre objectif, c'est effectivement d'arriver à accompagner nos populations où qu'elles puissent être, que ce soit des migrants qui sont à l'extérieur, les accompagner, de faciliter le retour, mais aussi à l'intérieur également, entre les territoires, pouvoir bien maîtriser ces flux migratoires. La migration est un facteur positif quand elle est encadrée et régulée. Elle est aujourd'hui une opportunité pour le Sénégal. Le flux financier en provenance des ressortissants est passé de 233 millions de dollars en 2000 à 2338 millions de dollars en 2017. La migration, quand elle est dramatique et qu'elle amène des incidents, comme vous le connaissez tous, sur la route de la Méditerranée, qu'elle est négative, mais la migration, c'est aussi une opportunité. Il faudrait quand même vous remémorer l'importance des contributions de la diaspora à l'économie du Sénégal. Et effectivement, je pense que la meilleure acteur des solutions en matière de migration, ce sont bien sûr les gouvernements au niveau national de décider des priorités et de pouvoir les porter d'une manière cohérente. Donc c'est vraiment un pas aujourd'hui qui est très très important. Avec ce document, le Sénégal a fait un grand bond en avant. Cependant, des milliers de jeunes mettent leur vie en péril pour traverser la Méditerranée. Pour freiner la migration, il est temps que les pays africains promeuvent des solutions et sensibilisent les populations, surtout les jeunes, sur les opportunités que peut offrir l'Afrique. Ouvrons le chapitre politique. Le chef du gouvernement face aux députés ce jeudi. Le parti Réumi décrit le mode de répartition du temps de parole entre l'opposition et la majorité pour interpeller le Premier ministre. Déthié Fall estime que ceci est un recul démocratique. Selon lui, l'opposition ne compte pas prendre part à ce qu'elle considère comme un show à l'hémicycle. Le député Déthié Fall réagit au micro de Côte d'Indiaye. Il se préparera naturellement suffisamment pour venir, comme d'habitude, faire son show. Un show inutile. Inutile, d'autant plus que les Sénégalais l'attendent sur beaucoup d'autres choses. Et vous avez vu la répartition qui a été faite. 122 minutes et le groupe Liberté, Démocratie et le groupe des non-inscrits, tout et pour tout, je pense que nous avons droit qu'à 12 minutes. Ce qui est déjà regrettable pour notre démocratie. Et on ne peut pas accepter dans ces conditions-là de venir écouter le Premier ministre faire son show. Déjà, il y a une initiative allant dans le sens de ne pas du tout venir à l'Assemblée nationale pour justement se mettre en face du Premier ministre, lui offrir une tribune, de s'adresser à sa majorité et pas aux Sénégalais.
Le leader du parti Réumi a séduit son public lors de sa dernière sortie. Lecture faite par des analystes politiques. Amadou Sarr et Abdoulaye Mbow, le premier soutien qu'Idrissa Seck a captivé l'attention grâce au pacte social non respecté liant le peuple au président Sall. Pour le second, le patron de Réumi profite d'une situation d'absence de leadership dans le landerneau politique pour poser des actes forts de communication. Quelle doit être aujourd'hui la réplique du côté de la mouvance présidentielle? Élément de réponse avec Elhaj Moussabé. Idrissa Seck confiant, offensif face au régime en place, un leader qui a su démontrer sa capacité à faire sortir le Sénégal de la situation qu'il traverse, analyse ses observateurs de la scène politique. Il dit, lorsqu'il prend la parole, il fait ressortir effectivement ce pacte social qui a lié les citoyens sénégalais au président Macky Sall. Pacte social qu'il n'a pas respecté par rapport aux résultats qu'il a eu jusqu'à présent. Aujourd'hui, il profite d'une situation véritablement d'absence de leadership dans le landerneau politique sénégalais. Et s'il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup comme c'était le cas dans l'opposition autour de Benno et dans l'opposition de manière générale. Le président du Réumi a également réussi à soigner l'image diabolique que les républicains ont habitué les citoyens sénégalais, juge-t-il. Ce n'est pas un avis que je partage parce que ce ne sont pas tous les Sénégalais qui avaient cette perception-là. Au Sénégal, à partir d'une rumeur, la rumeur, on la transforme en vérité et que cette vérité-là devient une vérité tellement vraie qu'on oublie que le point de départ était simplement une rumeur. En politique, c'est vrai, il y a les coups bas. Mais en réalité aussi, il faut que les Sénégalais apprennent à faire une lecture objective des faits politiques. Ça va les aider davantage à faire le meilleur choix. En tant qu'homme politique au Sénégal, Idi fait partie de ceux qui ont l'envergure, l'expérience et la capacité d'action et de négociation avec nos partenaires sur le plan international. Pourquoi lui confisquer ce droit? Les attaques de l'ancien PM méritent des réponses concrètes aux yeux de ces analystes. Il ne s'agit pas pour Macky d'avoir autour de soi des faiseurs de louanges et de chantres, des gens qui disent que ma plume c'est pour toi, ma voix c'est pour toi. Non, le Sénégal n'a pas besoin des gens pareils. Le pouvoir se focalise sur une partie de son discours, à savoir changer l'hymne national s'il devenait président. Je crois bien qu'il faut apporter des réponses politiques par rapport à ces attaques politiques. Il faut apporter des réponses concrètes par rapport à ces critiques concrètes. Il faut apporter des éléments de réponse objectifs par rapport justement à cette situation qu'il décrit. Pour ces analystes, le président du parti Réumi s'organise pour rassembler tous les avantages en sa faveur. Il est appelé à redoubler d'efforts s'il espère gagner la confiance des citoyens au soir du 24 février 2019. Alors à Touba, Abdouhat Gaïndé Fatma s'engage de nouveau aux côtés du président Macky Sall pour la prochaine présidentielle. La tête de liste malheureuse de Benno à Touba lors des législatives pense qu'il doit rendre au chef de l'État la monnaie de sa pièce. Selon le marabout et responsable à Paris, une victoire dès le premier tour est possible, mais pour y arriver, il faut mettre fin à la répartition inégale des infrastructures dans la ville sainte, nous dit Elhaj Moussabé. Le marabout et homme politique redescend sur le terrain. Abdouhat Gaïndé Fatma s'engage à réélire Macky Sall dès le premier tour. C'est moi, je suis engagé. Je suis engagé cap sur 2019. Et je au premier tour, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Le président de la commission communication du Grand Magal reconnaît tout de même qu'elle ne sera pas une simple promenade de santé. Il y a forcément, à son avis, des préalables à respecter. Il y a énormément de problèmes liés à l'assainissement. Moi, je suis déjà venu ici durant l'hivernage, mais pratiquement toutes les rues sont inondées. Et je pense également qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Et l'édification de route également va avec l'assainissement. Et je pense que, en tout cas, il faudrait quand même que l'on commence à réfléchir, en tout cas pour résoudre ce problème-là. Et je sais que si le chef d'État veut gagner la ville de Touba, cela passe par l'édification d'infrastructures dans ce type de quartier. Parce que l'électorat se trouve ici. Moi, je le lui ai dit, et également je l'ai dit à maintes reprises durant la campagne, et gagner Touba passe par la satisfaction des doléances des populations qui sont dans les quartiers périphériques. Abdouhat Gaïndé Fatma s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise d'une ambulance médicalisée au district sanitaire de Touba. Ambulance offerte aux populations de Oumoul Khoura dans la banlieue de Touba Mosquée.
De Touba, nous nous rendons à Louga. Les maires de la localité se mobilisent pour réélire le candidat Macky Sall dès le premier tour. La campagne est ainsi lancée à Nguer Malal par le coordonnateur des maires du département. Samba Kanté a saisi cette tribune pour parachever son projet d'allègement des travaux domestiques des femmes de sa commune. Ces dernières demandent au président de la République de procéder à la désalinisation de l'eau de leur robinet. Nous retrouvons Gambi Diagne. La commune de Nguer Malal parachève son projet d'allègement des travaux de ces femmes. C'est vrai, on a de l'eau, mais elle est salée. Ça, c'est un nouveau problème. Jadis, on pilait avec le mil jusqu'à récemment. Aujourd'hui, nous avons des moulins. Par la grâce de Dieu et de Samba Kanté, nous assurons la victoire de Macky Sall en 2019. Monsieur Samba Kanté n'a fait qu'honorer les femmes aujourd'hui conformément aux orientations du président de la République. Je voudrais le féliciter pour ce travail important qu'il est en train de faire à la tête d'abord de son département et dans sa localité. L'objectif de cette mobilisation est la réélection du président Macky Sall en 2019. Tous les maires du département de Louga sont réunis aujourd'hui ici pour donner le signal, le déclic pour dire que nous démarrons notre campagne à partir d'aujourd'hui. Et Inch'Allah Rabbi, le département de Louga fera partie des meilleurs départements du Sénégal. La commune de Nguer Malal veut être la première commune au Sénégal au soir du 24 février. Les femmes de Nguer Malal demandent au président de la République de l'eau moins salée dans leur robinet. La question du parrainage des partis politiques fait débat au sein de la classe politique. La députée Awanyan est en phase avec ce projet de révision de la Constitution. Elle affirme que cela contribuera à la rationalisation des partis. Elle était à Darifort. Awanyan s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. Candidat présidentiel et ne peut pas avoir 1% de l'électorat. Je pense que ça, c'est à éviter. Parce que vous avez vu que durant les élections référendum et durant les élections législatives passées, il y avait beaucoup de listes. Il y avait plus de 40 listes. On avait beaucoup dépensé de l'argent pour confectionner ces listes. Je pense que on va travailler là-dessus parce que ça va venir à l'Assemblée nationale. Et nous sommes des députés et nous représentons nos localités. On va discuter très largement sur ce et en tirer les avantages pour que la loi passe. Et je pense que rationaliser les partis politiques et rationaliser aussi les candidats, donc ça, c'est une belle image de la démocratie sénégalaise. Intéressons-nous aux négociations de ce mardi entre le gouvernement et les G6. L'organisation regroupe les syndicats les plus représentatifs. Les partis ont trouvé des points d'accord, notamment sur la simplification des procédures, la validation du projet de décret portant création du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de sport et l'éducation physique, entre autres. La question de l'indemnité de logement sera examinée au cours de la prochaine rencontre prévue ce 30 avril. Les précisions d'Abdoulaye Ndiaye. Suite aux négociations entre le gouvernement et le SAMES, place celle consacrée à l'éducation nationale, secouée par une crise indescriptible. Voilà ce que ça donne. On est ainsi de la remise à niveau des commissions d'avancement pour que ces commissions-là puissent être organisées. Et à l'issue de tout ça, nous avons retenu d'organiser la programmation des mises en solde une fois que tout ce qui est dans le pipeline aura été vidé. Une décision a été arrêtée. Elle est relative à la présentation en Conseil des ministres du projet de décret portant création du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de sport et d'éducation physique de collège d'enseignement moyen. La question des prêts d'MCI s'est invitée au débat. Là-dessus, une rencontre autour du ministre de l'économie et des finances est prévue. Pour la question de l'habitat social, le ministre du renouveau urbain procédera à la remise des extraits de plans cadastraux. Pendant les prêts DMC, qui est le 4e point, il a été arrêté et à la fin du mois de mars, ce sera effectif avec une publication sur la plateforme ministère de l'économie, des finances et du plan. L'habitat social
concernant les zones non encore viabilisées. Pour celles qui ont été viabilisées, des zones d'aménagement concerté, Kolda, Richard Toll, Ourossogui, le ministre de l'Urbanisme, du Renouveau urbain procédera à la remise des extraits de plans cadastraux avec des visites à organiser sur les sites. Pour rappel, les deux parties s'étaient réunies le 16 mars dernier. Une rencontre à l'issue de laquelle un dispositif monitoring a été mis en place. D'autres questions telles que l'indemnité de logement, entre autres, seront examinées au cours de la prochaine rencontre prévue le 30 avril. Les agents de Hamas Sénégal courent derrière leur dû depuis 11 ans. Ils confient que l'État leur doit un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Seuls 3 avenants leur ont été versés, ce qui est insuffisant à leurs yeux. 6 syndicats du nettoiement ont initié une marche mardi après-midi pour réclamer leur dû et exiger de meilleures conditions de travail. Yamakoli était de la partie. 1777 agents de Hamas Sénégal crient le ras-le-bol. La convergence des syndicats des travailleurs du nettoiement déplore les mauvaises conditions de travail. Outre, ils réclament leur dû. Depuis plus de 11 ans, ils courent derrière des indemnités qui sont chiffrées à 3 milliards 100 millions. Malheureusement, sur les 3 milliards 100 millions, l'État du Sénégal avait donné 3 avenants de 130 millions. Ce qui est une goutte d'eau dans la mer. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, lors d'une rencontre avec les syndicats de nettoiement, avait demandé à ce que les gens lui fassent un échéancier à court, moyen, long terme. Mais depuis 2 ans, nous avons constaté une léthargie. Pour nous, c'est un manque de respect et de considération. Ces agents, ainsi composés de ceux de l'UCG, manifestent le courroux et réclament une augmentation de leur salaire. Tout le monde a constaté aujourd'hui la situation difficile des travailleurs au sein de l'UCG. Par rapport maintenant à cette situation, nous avons demandé aujourd'hui que ces travailleurs puissent être mis dans les conditions de performance. On a déposé 4 lettres. Au mois de décembre, on a déposé 2 lettres, 2 courriers. Au mois de janvier, on a déposé, il y a 2 semaines de cela, on a déposé encore une autre lettre. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. C'est pour cela qu'on a initié cette marche. On l'a commencé au niveau du rond-point pour terminer devant le ministère de la gouvernance locale. Pour lui donner un mémorandum. Sur ce mémorandum, il y a tous les problèmes qui sont liés au travail, plus le paiement des droits de Hamas. Une marche qui réunit 6 syndicats du nettoiement, tous unis pour revendiquer leurs droits et le paiement des arriérés de salaire. Il pointe du doigt le ministre de tutelle qui, selon ses agents, ont déposé à 4 reprises une plateforme revendicative, mais rien n'a été fait jusque-là. Cette alerte est, selon le secrétaire général du syndicat, un signal de détresse à l'endroit des autorités. Direction Tuawan-Peulh-Niag, les services du cadastre de Pikine accompagnés d'éléments de la DESCOS ont effectué un déplacement sur l'emprise du prolongement de la VDN pour procéder à des modifications, ce qui n'est pas du goût des habitants de la commune. L'édit de la localité indique qu'ils n'accepteront pas que la DESCOS vienne couvrir une implantation des services techniques du cadastre de Pikine. Pour plus de détails, suivant les explications de Momar Sorna Diop au micro de Mamanta Diamé. De plus, nous avons eu dans le passé à faire la délimitation avec l'Agence nationale d'aménagement du territoire en présence du gouverneur, du préfet de département et d'autres services techniques de l'État. Nous avons donc tracé les limites et nous pensions que l'autre partie, en l'occurrence le département de Pikine, ayant eu connaissance donc de ces limites, devrait respecter les procédures. Et j'accepte en tant que maire que la DESCOS puisse organiser cette mission dans ma collectivité. On n'a aucun problème sur ça. Cela consiste à vérifier les autorisations de construire, de lotir, l'occupation du sol. Mais si la DESCOS devrait venir pour couvrir une implantation des services techniques du cadastre de Pikine dans le département de Rufisque, là nous disons non. Parlons du rapport annuel de performance du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le département enregistre un taux d'exécution technique global de 79% de ses projets et programmes en 2017. La lutte contre l'érosion côtière et la salinisation des sols demeurent des préoccupations pour le ministère. Des programmes seront déroulés selon le secrétaire général de ce département et les moyens seront trouvés pour leur exécution. Nous rejoignons Mamadou Diop. La lutte contre l'érosion côtière, un phénomène qui a fini de faire beaucoup de dégâts dans notre pays, demeure une des principales préoccupations du ministère de l'Environnement. Et ce qui est noté, c'est que des programmes d'envergure sont élaborés.
d'abord pour régler l'épineuse question de l'avancée de la mer au niveau de Saint-Louis, mais globalement sur toute la côte de Saint-Louis à Djogé, comme on dit, et des programmes sont en train d'être formulés, et ensemble au niveau de la direction générale du plan, sont en train de voir comment mutualiser, comment en faire un programme d'envergure qui réglera, je ne dirais pas définitivement le problème de l'avancée de la mer, mais au moins en partie, cette question sera traitée. À côté de l'avancée inquiétante de la mer, la salinisation des sols dans certaines régions du pays est également une préoccupation majeure des environnementalistes. Et nous, ce que nous faisons à travers nos projets, on essaie de telle sorte que la reforestation des forêts, au niveau des mangroves, au niveau du Sine, au niveau du Saloum, voire même au niveau du Sénégal, on fait des efforts pour récupérer davantage de terre, parce que si la terre est salée, naturellement, on n'aura pas de forêt. Et tout ce qu'on fait pour récupérer les forêts va conséquemment avec la récupération des terres salées. À Saly-Portudal, différents ministères, experts en environnement et autres acteurs se rencontrent pour trouver la meilleure stratégie afin de mettre à terme à ces fléaux. Voilà, nous sommes là ce matin au niveau de Saly pour faire un peu la revue annuelle du secteur de l'environnement et du développement durable. Comme vous le savez, chaque année, il est proposé un programme à mettre en œuvre. À la fin de chaque année, tous les acteurs qui gravitent autour du système se réunissent pour voir qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et le pourquoi ça a été fait et le pourquoi ça n'a pas été fait. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement estime que le budget nécessaire sera difficile à boucler, mais des efforts seront faits pour au moins dérouler les programmes de son département. Le collège Jim Momar Gueye de Kaolack dans un état de délabrement très avancé. Le principal de l'établissement attire l'attention des autorités afin que le lieu puisse être réhabilité. Dr Alioune Diouf a profité de l'occasion pour inviter les syndicats d'enseignants à retourner dans les salles de classe. Jim Momar Gueye célébrait la journée culturelle du gouvernement scolaire de l'établissement en question. La correspondance de Pape Malik Fall. Quant aux jeunes du CM Jim Momar Gueye, tous enrôlés à la couverture maladie universelle, l'acte est celui du docteur Alioune Diouf. À la tête d'une très forte délégation, ce responsable de l'APR a profité de la commémoration de la journée culturelle de cet établissement pour revenir sur l'importance de cette initiative. C'est une politique sociale que le président a mis en place. Et tous les Sénégalais doivent s'y mettre. Aujourd'hui, on dit tout. Il y a un adage qui dit que la santé n'a pas de prix. Elle a un coût. Il y a des bonnes volontés qui peuvent appuyer cette dynamique-là pour que quand même tous les Sénégalais aient accès aux soins de qualité. Préoccupé par les grèves répétitives qui secouent ces temps-ci le secteur de l'éducation, Dr Alioune Diouf invite l'État et les syndicats d'enseignants à se retrouver autour d'une table afin de sauver l'année scolaire. Le président a beaucoup fait pour les fonctionnaires en général et les enseignants en particulier. On ne peut pas se donner le luxe de faire une année blanche ou une année invalide. Il y va de l'économie de notre pays, il y va de l'avenir de nos enfants. Prenant la parole, le principal du CM, Jim Momar Gueye, a profité de la présence des autorités pour lister les mots de son établissement. Jim Momar Gueye souffre de sa position géographique. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes situés à un carrefour, à proximité du marché central. Nous cohabitons avec les badauds, les malades mentaux, les marchands ambulants, et nous n'avons pas de cours sécurisés, sans compter également le bruit infernal des véhicules, etc. Il est difficile de se concentrer à Jim Momar Gueye. Hormis l'enrôlement des élèves, Dr Alioune Diouf a également offert des moustiquaires imprégnés aux familles